Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix. Comme toujours, la radio des Sans-Voix vous donne rendez-vous pour promouvoir une Algérie où tous seront libres de parler et de croire, libérés tant de la terreur, de la tyrannie et de l'oppression. Pour un nouvel épisode de Collectif pour la vérité, nous avons décidé d'essayer de nous attaquer encore une fois au Hirak, mais de cette fois-ci faire appel à une analyse politique de l'état de la situation en Algérie. Entre les slogans État civil et non militaire et système dégage, le mouvement de contestation populaire algérien ne se fatigue pas et continue depuis plus de 22 semaines à exiger un changement du système et un état de droit afin d'y voir plus clair et d'arriver à mieux prévoir et concevoir une transition démocratique. Radio des Sans-Voix a la chance de recevoir le professeur Medjid Benchir. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Professeur Benchir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc professeur de droit émérite à l'université de Cergy-Pontoise et ancien doyen de la faculté de droit d'Alger. Vous avez également été le premier président d'Amnesty International Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, parlons un peu de l'état de la situation en Algérie. Comment décririez-vous l'état actuel de la situation politique en Algérie? Merci de m'avoir invité. En fait, chacun sait ce que j'ai déjà écrit sur le mouvement populaire. Je considère qu'on a dépassé le stade d'un hirak, c'est-à-dire d'un mouvement qui va dans tel et tel sens, mais qu'il s'agit là d'un profond soulèvement populaire c'est le peuple algérien qui s'est mis debout pour défendre sa dignité, réclamer ses droits et débarrasser la scène politique de tous les obstacles, de tous les intérêts, c'est-à-dire par exemple la corruption, de toutes les répressions qui ont empêché les populations d'exercer leurs droits. Donc c'est cet aspect-là qui est important. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans le pays? Nous avons d'une part, suite à ce soulèvement du peuple algérien, une crise du système politique. Aujourd'hui, les tenants du système considèrent que s'ils abandonnent la Constitution, ce serait le chaos. Or, la Constitution a été non seulement violée par le passé à plusieurs reprises, mais elle est violée même depuis le soulèvement populaire du 22 février. Et par conséquent, il n'est pas de bonne analyse d'invoquer la Constitution pour garder ce système ou pour trouver des solutions politiques. Aujourd'hui, il est nécessaire d'écarter cette Constitution qui est dépassée. Le terme du mandat de Ben Salah est dépassé depuis le 9 juillet et il est évident que le gouvernement lui-même n'a aucune légitimité, ni sur le plan constitutionnel, puisque le terme du mandat est dépassé, ni sur le plan populaire, puisque depuis le 22 février, le peuple réclame très clairement le départ des symboles du système et il vise très clairement le chef du gouvernement et le chef de l'État et bien d'autres responsables encore. Par conséquent, il faut réfléchir à une solution politique. Et malheureusement, aujourd'hui, très visiblement, il n'y a aucune proposition pour dépasser cette crise du système politique. Les propositions, on reviendra sans doute, viennent de certains partis politiques ou de certaines associations. Le peuple, lui, continue de réclamer le départ du système et le départ de ses symboles. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas un dialogue véritable sur ces choses-là, sur ces points-là, la crise persistera. Vous avez parlé de la légitimité du gouvernement et du dialogue. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce que le gouvernement n'a pas de légitimité que le dialogue avec lui ne passe pas avec la mobilisation? Ce gouvernement est le produit du système. Il ne faut pas oublier qu'il a été nommé par Bouteflika. Et par conséquent, on voit mal comment le peuple qui réclame le départ de Bouteflika va accepter que Bouteflika gouverne par l'intermédiaire d'un gouvernement qu'il a nommé. Ça ne tient pas la route.
Et par conséquent, la première démarche politique, si on veut avoir une démarche, c'est de réfléchir à un changement du gouvernement. Mais désormais, la situation a changé. On ne peut pas changer de gouvernement comme ça. Il faut changer de gouvernement en tenant compte de ce que réclame le peuple depuis de nombreux vendredis et depuis de nombreuses semaines. Les étudiants aussi manifestent, les avocats ont manifesté, beaucoup de juges ont manifesté. La société civile a manifesté pour réclamer des choses précises sur le plan politique. Donc, il ne s'agit pas seulement de changer un gouvernement, il ne s'agit pas seulement de remplacer une personne par une autre. Il faut avoir une vision politique de la situation et des aspirations du peuple pour aller vers la satisfaction de ces aspirations de la population qui est déterminée. Ce sont des aspirations 1000 fois répétées sur tous les points, dans toutes les villes et tous les villages du pays. Et par conséquent, il est absolument indispensable de s'orienter vers la prise en considération, en tout cas, des demandes du peuple algérien. Est-ce que vous pensez qu'un processus constituant est réaliste? Quelles seraient les prochaines étapes pour aller vers une constituante, justement? Tout ce que réclame le peuple algérien depuis maintenant 5 mois est réaliste. Il demande d'exercer ses droits. Bien sûr que c'est réaliste. Quel peuple ne demande pas à exercer ses droits? Quel peuple ne demande pas à être traité dignement, à mettre fin à ce que chez nous appelons la hogra? Eh bien, il s'agit de choses réalistes. Maintenant, d'une manière plus précise, certains veulent une constituante, d'autres veulent une révision de la Constitution, et d'autres ne veulent pas entendre parler de tout ça. À ce sujet, vous avez les propositions qui sont formulées par soit le collectif des associations, la société civile, certains syndicats dits autonomes. Vous avez aussi les propositions qui sont faites soit par le Forum pour le changement, soit pour un pôle, je ne sais plus quel nom, ils en changent d'ailleurs régulièrement, soit par l'alternative démocratique pour parler de la dernière proposition. Beaucoup d'initiatives au bout du compte de la part de la société civile. Il y a beaucoup d'initiatives, certains, on peut simplifier et résumer. Il y en a qui se rapprochent de la proposition des gouvernements, selon laquelle il faut aller vers des élections présidentielles. C'est semble-t-il la position du commandement militaire, c'est semble-t-il la position du chef de l'État aujourd'hui. L'initiative qui est la plus rejetée au bout du compte? On va voir si c'est rejeté ou pas. Là, sur ça, chacun dit en réalité son point de vue. Quand une proposition ne plaît pas, celui à qui elle ne plaît pas, il dit elle est rejetée. Et quand elle lui plaît, il dit ça, c'est une bonne proposition. Il y a donc des propositions qui visent à aller rapidement vers les élections présidentielles dans le cadre de la Constitution actuelle, et ce serait le président élu qui procéderait à des réformes. C'est la position des gouvernants, d'une manière générale. Elle est rejointe par certaines initiatives. Chacun se reconnaîtra, comme on dit, chacun reconnaîtra les siens. Et il y a une proposition, celle de la société civile avec quelques syndicats, qui dit qu'il faut une transition et il faut donc des instances de la transition. Moyennant quoi, au bout de 6 mois à 1 an, on peut aller vers des élections. Ça peut être premièrement des élections présidentielles, ensuite il pourrait y avoir d'autres élections. Ça aussi c'est une proposition. Et puis il y a la dernière proposition, celle de l'alternative démocratique, qui dit qu'il faut une transition démocratique durant laquelle on prend un certain nombre de mesures et on engage un processus constituant. C'est-à-dire, on va vers l'élaboration d'une constituante qui fonderait un nouveau régime. C'est donc la proposition qui s'écarte le plus de la proposition des gouvernants. Selon vous, l'initiative qui est la plus prometteuse, à laquelle prometteuse vous adhérez... pour qui? Si on s'attache à ce que demande le peuple, ce qu'on appelle le hirak, que moi j'appelle le soulèvement populaire. Le peuple dit, système dégage. Le peuple veut une rupture totale. Autrement dit, le peuple veut qu'on change de système. Les autres propositions qui rejoignent l'élection présidentielle sont de fait, même s'ils ont un discours ambigu à ce sujet, sont de fait favorables à ce qu'on garde la Constitution et donc qu'on garde les éléments essentiels du système. Le président de la République, quand il sera élu, il aura les mêmes pouvoirs que ceux que lui confère la Constitution actuelle. Par contre, si on prend la proposition
de l'alternative démocratique, il y a un changement. Il y a d'abord une transition avec des organes et on prend un certain nombre de mesures qui organisent la rupture avec le système. Donc, ce n'est pas qu'elle est la plus prometteuse ou pas. Cette dernière proposition de l'alternative démocratique rejoint plus les revendications du soulèvement populaire, puisqu'il veut une rupture avec le système et le soulèvement populaire veut une rupture avec le soulèvement populaire. C'est donc très clair. On a une proposition qui veut une rupture avec le système, qui demande une transition, parce qu'une rupture avec le système passe nécessairement par une période de transition, où on a des instances qui vont s'occuper de proposer, de prendre, d'avancer avec de nouvelles mesures. Par exemple, ouvrir le champ médiatique. Par exemple, libérer les prisonniers. Prendre un certain nombre de mesures politiques et des mesures qui s'appliquent pour que les associations s'organisent librement, pour que le contrôle politique sur la société, par exemple la police politique, tout ce qui s'apparente à la surveillance de ceux qui font de la politique pour les réprimer, eh bien cela doit disparaître si on met en place une transition démocratique. Donc il y a nécessité d'avoir une transition démocratique d'une certaine durée, parce que toutes ces mesures exigent du temps, il faut les préparer, il faut les étudier, il faut voir leur impact, il faut consulter avant de les prendre. Tout ça demande plusieurs mois de travail. Donc, il faut vérifier leur application et donc il faut une transition d'une durée suffisante, à mon avis, 1 année au moins. D'où le scepticisme qu'on voit à organiser des élections tout de suite et à accepter les élections. Le problème, ce n'est pas un scepticisme. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Ceux qui sont proches du pouvoir, ils sont pour des mesures rapides qui permettent de garder le système tel qu'il est. Le gouvernement, aujourd'hui, veut aller à des élections rapides présidentielles. Et c'est le président après qui décide. Ceux qui veulent changer le système, ils veulent une période de transition avec des instances. Et ces instances vont réfléchir, consulter, décider d'ouvrir la scène politique, d'enlever la répression, de préparer une série de décisions pour organiser la liberté de débat, pour organiser un fichier électoral, de le publier, de l'assainir, de le vérifier, pour organiser un contrôle véritable, indépendant des futures élections. Tout cela demande du temps pour aller prendre déjà des mesures pour aller vers une justice indépendante. Alors, ces mesures-là, si on va vers l'élection présidentielle, on les renvoie au président qui sera élu. C'est-à-dire, de nouveau, on dépendra d'une personne. Ceux qui sont pour une transition, ils veulent au contraire mettre en place des instances qui organisent tout cela et prennent ces mesures. C'est véritablement à ce moment-là une transition vers la démocratie. C'est un processus qu'on engage pour aller vers la démocratie. Et donc il faut une transition. Il faut qu'elle soit relativement durable pour pouvoir prendre toutes ces mesures-là. Voilà comment se pose le problème. Continuons justement avec les revendications et cette mobilisation populaire. Certains avancent que la mobilisation diminue, que les foules se fatiguent. Qu'en pensez-vous? Le peuple a des revendications. Il les a formulées depuis 5 mois, très clairement. Est-ce qu'elles vont s'essouffler, vous pensez? Ça, évidemment, ceux qui espèrent que le mouvement va s'essouffler, ils avancent que le mouvement va s'essouffler. Mais ça, c'est leur rêve ou leur peur. Parce qu'il y en a qui ont peur que le mouvement ne s'essouffle pas. Ce dont il faut se rendre compte, ce peuple-là, il s'est soulevé d'une manière extraordinaire. Je ne vois aucun signe de faiblesse dès lors dans ce mouvement. Il s'agit soit de l'espoir de ceux qui sont contre le mouvement, soit de certaines peurs de ceux qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à lire. La détermination du peuple à obtenir satisfaction. Il faut bien se rendre compte que on peut voir pendant le mois d'août un reflux de la mobilisation à cause de la chaleur, à cause des vacances, à cause des départs ici et là de certaines personnes. Mais le soulèvement lui-même, il est maintenant profondément ancré dans le cœur et dans la tête des gens. Et dans la routine aussi, maintenant, tous les vendredis, c'est ancré que le vendredi... Ce n'est pas une routine, c'est quelque chose qui est très réfléchi, c'est de revendications essentielles. Pour les gens qui animent cela, il s'agit de questions vitales. Ce sont des retrouvailles, certes populaires, mais qui reflètent une volonté profonde de vivre dignement. Et ça ne peut pas changer parce qu'il fait chaud. Même si, par suite de grosses chaleurs,
on peut assister évidemment à une diminution. Évidemment, au mois d'août, les étudiants ne sont pas dans les universités, donc c'est plus difficile de se regrouper. Vous vous êtes vous-même impliqué dans le Hirak, notamment via le collectif de la société civile pour une transition démocratique, en participant à l'élaboration d'une feuille de route pour la transition. Plus concrètement, quelles seraient selon vous les prochaines étapes à réaliser afin d'organiser cette transition vers les premières élections libres et démocratiques de l'Algérie? Tout dépend des décisions politiques des gouvernants, des tenants du système. Les choses sont claires. Les revendications du mouvement populaire sont très claires. Il veut mettre fin au système pour les raisons qu'on a indiquées. Il faut donc que les gouvernants prennent la décision politique d'aller effectivement, et non pas seulement en parole, d'aller effectivement vers la satisfaction des revendications des populations. Elles sont clairement formulées. Il faut dégager ce système, il faut préparer des élections libres, il faut organiser un véritable changement dans les décisions politiques, il faut les mûrir, il faut consulter des gens qui sont prêts à traduire en termes politiques les revendications du mouvement. C'est ça la transition démocratique. C'est ça moi que je me suis impliqué, c'est-à-dire j'ai fait des propositions, soit dans des articles de presse, soit dans des réunions avec le mouvement associatif. Il y a un certain nombre de choses qui ont été adoptées, notamment le collectif des associations a adopté la proposition selon laquelle il faut organiser une transition démocratique d'au moins une année, il faut une commission qui organisera des élections libres, qui signera un fichier électoral, qui le publiera. Il faut qu'elle soit indépendante, cette commission. Il faut prendre tout de suite des mesures pour aller vers une justice indépendante, ainsi de suite. Et les instances de la transition, un présidium par exemple, moi je propose qu'il y ait en plus d'un présidium, d'un collège de présidents, soit un président, deux vice-présidents, soit 3 personnes qui se répartissent le travail, qu'il y ait un conseil ou un comité qui prépare les décisions de ce collège et que tout cela se passe dans la transparence pour quitter de manière définitive le système que nous avons connu. Tout cela doit se faire donc dans la transparence. Mais ce qui a été retenu ensuite par le mouvement associatif avec les syndicats autonomes, les ulama, etc., n'est pas tout à fait ce que j'ai proposé. Ils s'en sont éloignés. Donc, il faut voir ce que tout cela va devenir. Voilà. Donc, à mon avis, j'ai expliqué longuement, aussi bien par écrit que là, maintenant, devant vous, pourquoi il est nécessaire d'aller vers une transition démocratique, s'engager dans un processus de transformation du système. Les choses ne peuvent pas se faire en un jour, et que tout cela se passe dans la transparence, avec une durée suffisante. Mais le pouvoir ne l'entend pas de cette façon. Et pour l'instant, il n'y a pas de mesures qui vont dans ce sens. D'où le blocage actuel. Revenons à la mobilisation. Durant la conférence nationale qui a réuni, par exemple, le collectif de la société civile avec plusieurs initiatives, on peut dire qu'il y a eu un peu un échec du dialogue en raison des différentes convergences. Est-ce que vous pensez qu'une union de la société civile est réellement possible? Vous savez, pour l'instant, moi j'ai dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, si on veut le changement véritable du système, nous ne sommes qu'au début de la lutte. Il faut donc que la mobilisation continue. Le maître mot pour moi, c'est la mobilisation du peuple. C'est grâce au peuple que ces problèmes sont posés aujourd'hui. Il faut donc que le peuple continue de se mobiliser et d'affirmer sa volonté de changer le système politique. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, que la mobilisation du peuple s'approfondit, les initiatives peuvent être dépassées. Et je pense que l'initiative qu'on appelle de la société civile, c'est-à-dire certaines associations et certains syndicats qu'on appelle autonomes, certains sont effectivement autonomes, d'autres le sont moins, il faut le dire, et le peuple le sait. Eh bien, ça peut être dépassé. On peut faire des propositions au mois de juin qui sont dépassées au mois d'août et qui seront encore plus dépassées en septembre. Si la mobilisation continue, même les offres de dialogue qui sont faites par le chef de l'État vont très vite s'avérer comme des propositions dépassées. Alors aujourd'hui, le point d'actualité, c'est que à la suite de réunions, notamment de groupes qu'on appelle le Forum pour le changement, des personnes ont été proposées
pour faire partie du dialogue, faire partie de la commission qui va mener le dialogue. Alors, sur ce point, il faut être clair, il faut que le peuple sache. Des noms d'anciens combattants qui sont revenus justement. Je sais qu'il y a, je crois, 13 personnes dont les noms ont été affichés. Certains ont vu leurs noms affichés avant même qu'ils soient contactés. C'est le cas de Jamila Bouhir. Elle a eu la franchise de dire très clairement qu'elle n'a jamais été contactée et qu'il n'est pas question pour elle, pendant que ses compagnons, dit-elle, sont en prison, d'aller dialoguer. Vous voyez donc les méthodes qui sont employées, afficher le nom des personnes sans même les avoir contactées, relèvent de la manipulation. Cette initiative est donc déjà, dès le départ, mal engagée. Jouer à l'échec. Je ne sais pas si elle est vouée à l'échec. Moi, je vous dis, vous dites qu'elle est vouée à l'échec, d'accord? Certains ont accepté en principe. Ils ont donné, disent-ils, leur accord de principe. Je m'étonne de cette manière de faire, même quand il s'agit de mes amis. Parce que quand on vous propose d'aller vers un dialogue, il faut poser beaucoup de questions. Qui habilite celui qui demande, celui qui prend le droit d'afficher les noms des personnes? Qui l'a habilité? Ils ne disent rien. Ceux qui ont donné leur accord de principe n'ont pas affiché clairement qui leur a demandé ça, qui anime celui qui a demandé ça. Donc, ils se sont montrés légers pour accomplir cette démarche et donner un accord de principe. Par la suite, j'ai vu qu'ils ont posé des conditions. Mais avant de donner un accord de principe, il fallait poser les conditions et attendre que ces conditions soient réalisées pour ensuite, si elles sont réalisées, donner un accord de principe. Ceux qui ont donné leur accord de principe n'ont pas procédé de cette façon. Et ils ont donc été très légers dans leur démarche politique. Et c'est ça qui est important. Le peuple doit savoir que ceux qui veulent dialoguer nécessairement avec le pouvoir doivent agir dans la transparence à son égard. Autrement dit, quelqu'un qui est contacté demain pour aller dialoguer, un jour ou l'autre, il faudra dialoguer avec le pouvoir. Parce que c'est lui qui tient les décisions. C'est lui qui peut prendre les mesures pour ouvrir les médias, pour que la justice soit indépendante, pour que les associations soient libres d'agir, ainsi que les partis politiques et les syndicats. C'est donc avec lui qu'un jour ou l'autre, il va falloir dialoguer, négocier, discuter. Mais il faut que ceux qui veulent discuter pour obtenir ces transformations le fassent dans la transparence. Autrement dit, il faut qu'ils sachent avec qui ils discutent. Ceux avec qui ils discutent représentent qui? Que deviendront les mesures qui seront discutées, éventuellement adoptées? Ils ne nous disent rien de tout ça. Ils se contentent déjà de dialoguer dans l'opacité avec ceux qui les ont contactés. C'est une méthode qu'il faut condamner de manière ferme, clair pour que le peuple sache. Alors, la mobilisation du peuple, c'est le mot maître, c'est ce que nous tâcherons tous de nous rappeler. C'est déjà la fin de notre émission. Professeur Majid Benchir, merci encore d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir aidés à faire cette analyse politique de la situation en Algérie et de la transition suite au mouvement du 22 février. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, merci pour votre écoute et à bientôt.